Pour découvrir le Cambodge, les explorateurs prenaient un bateau à partir de Phnom Penh. De là, ils remontaient un fleuve et un lac immense portant tous deux le même nom, Tonlé Sap. Les Cambodgiens racontent que les eaux du Tonlé Sap sont le royaume du Naga sacré, le serpent géant à 7 têtes. Un siècle plus tard, un voyage sur le Tonlé Sap reste une aventure et le meilleur moyen d'aller à la rencontre des Cambodgiens. L'eau est l'élément fondamental de la vie au Cambodge. Elle est à l'origine de la naissance du pays. Le peuple khmer, qui selon la légende est issu des eaux, fut colonisé dans les premiers siècles de manière pacifique par des navigateurs venus des Indes. La rencontre des deux cultures donne naissance au royaume du Cambodge. Phnom Penh, la capitale, se trouve au confluent de deux grands fleuves, le Mékong qui descend du nord et le Tonlé Sap qui prend sa source dans l'immense lac qui s'étale au cœur du pays. Aujourd'hui, le port n'est pas tellement différent de ce que décrivaient les premiers explorateurs. Les mêmes vieux navires, tout de bois construits. Le déchargement et chargement des bateaux se font encore à dos d'homme et cela peut prendre plusieurs jours, voire des semaines. Pendant le chargement des marchandises, jour après jour, les passagers arrivent. Ils s'installent alors sur le pont et patientent. En fait, l'armateur attend que le bateau soit plein à ras-bord pour lever l'ancre. C'est ce qui explique que la date de départ pour remonter le Tonlé Sap est toujours très approximative. D'autant qu'en cette période, Phnom Penh vit une des plus grandes réjouissances de l'année, la fête des eaux en l'honneur du serpent à 7 têtes, le Naga sacré. Aux environs de la ville, dans toutes les pagodes situées le long des cours d'eau, les hommes réveillent et réparent les pirogues sacrées, certaines centenaires, ou bien en construisent de nouvelles lorsque celles-ci sont trop vétustes. Les pirogues sont fabriquées d'un seul tenant, dans le tronc d'un grand coquille, arbre majestueux, résistant et imputrescible, dont le bois sert aussi à la construction des édifices religieux. Chacune est personnalisée par des motifs peints et toutes ont des yeux symbolisant la déesse gardienne, souvent l'esprit d'une jeune fille du village. Jadis, le rite par lequel on donnait un esprit féminin à la pirogue consistait soit en un sacrifice, soit à arracher les yeux de la victime pour les clouer sur l'embarcation. Aujourd'hui, les superstitions sont encore vives et les femmes en âge de procréer doivent s'éloigner des pirogues, sinon elles risqueraient maladie et fausses couches. À l'écart, les femmes confectionnent d'étranges objets à base de bananiers, hariquiers et feuilles de bétel. D'origine animiste, bien antérieure à l'avènement du bouddhisme, ces objets sont offerts aux génies protecteurs, ces êtres surnaturels qui hantent la vie quotidienne des Cambodgiens depuis des millénaires. Dans la pagode de Kombon Svai, l'ancienne pirogue est amenée près de la nouvelle. Lors d'une cérémonie dite de la descente des cales, les esprits protecteurs de l'ancienne embarcation sont transférés à la nouvelle. Toujours placé à la droite des pirogues, un orchestre joue des airs traditionnels. Les villageois invoquent les divinités pour que le résultat des courses leur soit favorable. Si la pirogue gagne, ce sera de bon augure pour tout le village. Alors, en échange, on lui offre musique et nourriture.
Le lendemain matin, après les 3 cris sacrés lancés par l'équipage, la nouvelle pirogue est transportée sur plusieurs kilomètres de la pagode jusqu'au fleuve. Faire partie de l'équipage est un honneur que chaque homme du village espère mériter. Pendant plusieurs semaines, ils y consacreront la plupart de leur temps. Arrivée sur les rives, l'embarcation est mise à l'eau. C'est un moment de recueillement pour tous. Tout au long des 2 fleuves, dans chaque pagode, 1 ou 2 pirogues sont ainsi lancées. Pendant la période communiste, les courses n'avaient plus qu'un caractère sportif dans le cadre de la fête du parti. Toute référence religieuse était alors interdite. Depuis une dizaine d'années, petit à petit, la fête des eaux retrouve sa signification originelle et ses fastes d'antan. Après la mise à l'eau, quelques entraînements sont nécessaires pour coordonner les jeunes et les plus expérimentés. Dans toutes les provinces du pays, des courses de sélection sont organisées. Seuls les meilleurs équipages auront le droit de disputer la finale à Phnom Penh. À la pleine lune, la pirogue de Komponsvai et son équipage rejoignent la capitale. Ils ne mettront que quelques heures. D'autres, venant de provinces plus lointaines, rameront plusieurs jours. Plus d'une centaine de pirogues se rassemblent au pied du pavillon royal, sur le vaste plan d'eau formé par la rencontre du Mékong et du Tonlé Sap. Les équipages sont essentiellement composés de paysans qui, en grande majorité, découvrent la capitale pour la première fois. Généralement, leurs familles n'ont pas les moyens de suivre. Une fois de retour au village, cette fête deviendra une source intarissable de récits pour tous. En remontant le courant pour rejoindre la ligne de départ, chaque embarcation rivalise pour susciter la sympathie et les encouragements du public. Les uns jouent sur la grâce, les autres sur le rire. Des hommes travestis en femmes ou déguisés en singes mythiques font les pitres pour le plaisir de tous. Les pirogues s'affrontent en duels successifs sur plusieurs kilomètres dans le fort courant du Tonlé Sap. Les rameurs de la moitié avant sont assis, ceux de l'arrière se tiennent debout. Chaque équipe est menée par un barreur qui scande le rythme avec souvent un style qui lui est propre. Plusieurs types de courses sont organisés, mettant aux prises des équipages entièrement masculins ou mixtes. Dans ce dernier cas, les femmes sont majoritaires et tous rament debout. La pirogue de Komponsvai, en gagnant bon nombre de ses courses, a terminé parmi les premières classées. Ces fêtes nautiques sont un hommage à la dent de Bouddha que le Naga détient au fond des eaux.
Selon la légende, lors de la crémation de Bouddha, une de ses dents tomba dans le fleuve pour aboutir au royaume du serpent à 7 têtes. L'après-midi du 3e jour, toutes les pirogues s'élancent ensemble pour inciter le Naga à cracher les eaux en crue du Tonlé Sap vers la mer. Des feux d'artifice embrassent le ciel de Phnom Penh. C'est la fête des Lumières, l'instant où le serpent mythique, maître des eaux et dispensateur des pluies, doit s'en retourner au fond du Tonlé Sap afin de laisser le pouvoir aux divinités du soleil. La fête des eaux et la fête des Lumières marquent la fin de la saison des pluies. Dans le port de Phnom Penh, l'heure du départ approche. Cependant, il y a un dernier impératif, que les génies des eaux soient favorables. Comme tous les Cambodgiens, Ken, le capitaine, est très superstitieux. Ce sont des offrandes pour les ancêtres et les génies, afin qu'ils nous protègent pendant le voyage. Par ces offrandes, Ken demande le droit de passage au serpent. Une fois les génies protecteurs amadoués, le départ est possible. Sans plus attendre, le navire quitte le port pour un périple long de plusieurs centaines de kilomètres. Un deuxième bateau décide de partir en même temps. Ken propose d'amarrer les deux navires. C'est pour des raisons d'économie de carburant, mais aussi de sécurité. En effet, plus on s'éloigne de la capitale et plus les risques de rencontrer des pirates augmentent. En fond de cale, Pal, le mécanicien, surveille l'antique moteur chinois. Ken, le capitaine, est sûr qu'il n'y aura aucun problème. Je navigue depuis l'âge de 18 ans. À 17 ans, j'ai quitté la pagode où j'allais à l'école. J'ai fait mon baluchon, salué mes parents, et je suis parti à l'aventure. Après, je me suis embarqué comme mousse, et j'ai appris le métier sur le tas. Aujourd'hui, âgé de 60 ans et plusieurs fois grand-père, Ken vit avec sa famille en permanence sur le bateau. Il en est de même pour tout l'équipage et rien ne les distingue des autres passagers. Tout le monde campe sur le pont. Sur les rives qui se dévoilent en un travelling ininterrompu, on retrouve les mêmes images que celles décrites par les premiers explorateurs dans les années 20. Ils écrivaient à l'époque « Le peuple khmer est comparable à la forêt qui recouvre une partie du pays. Comme elle, il est plein de mystères. Dans ses gestes, ses coutumes, on découvre parfois, comme au cœur des forêts profondes, un vestige vivant encore mêlé aux coutumes modernes. » Le fleuve Tonlé Sap connaît un phénomène unique au monde. Pendant la mousson et les crues du Mékong, le trop-plein d'eau vient remplir le lac et inonde les plaines environnantes. Le Tonlé Sap s'écoule alors à partir du Mékong vers le Grand Lac. À la fin de la saison des pluies, le lac se vide, le courant s'inverse et les eaux du Tonlé Sap vont rejoindre celles du Mékong à Phnom Penh pour aller se jeter dans la mer. Ce va-et-vient annuel rythme la vie du pays. La décrue entraîne les poissons qui étaient venus pondre dans le lac pendant les inondations. C'est le signal de l'ouverture de la saison de pêche. Les pêcheurs installent alors leur maison flottante à travers une moitié du Tonlé Sap, laissant l'autre libre à la navigation. Sok Loy, patron de pêche, est d'origine vietnamienne. Ma mère, mon père pratiquaient déjà ce métier. Nous vivons et pêchons au Cambodge depuis longtemps, bien avant la période Pol Pot. Quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir de 1975 à 1979,
Nous avons dû fuir au Vietnam. Après, nous sommes revenus et depuis, je suis là, sur le Tonlé Sap, à pêcher. Le Tonlé Sap est le lac le plus poissonneux au monde. Mais au Cambodge, la plupart des patrons de pêche sont d'origine vietnamienne, à l'instar de Soc Loy. Ce sont eux qui approvisionnent les marchés du pays. Les préceptes bouddhistes des Cambodgiens limitent leurs aptitudes à la pêche. Par exemple, ils ne s'autoriseront à attraper chaque jour que la quantité de poissons nécessaire à nourrir leur famille. De plus, pour soulager leur conscience d'une vie qu'ils prendraient, ils trouvent un subterfuge. Ils ne tuent pas l'animal, ils le sortent simplement de l'eau, et quand la prise succombe, c'est donc de sa belle mort. Dans une pagode consacrée à tous les animaux de la création, un vénérable précise les préceptes bouddhiques. Le fait d'être autorisé ou pas à tuer les animaux dépend du degré d'intégration religieuse de l'individu. Par exemple, un simple croyant pourra tuer un animal pour nourrir les siens, mais un bonze ne peut pas. Les pêcheurs doivent respecter l'eau, comme un fils doit respecter sa mère. Malgré tout, les remords sont fréquents, et nombreux sont ceux qui, après chaque saison de pêche, vont à la pagode pour se purifier et danser en l'honneur de Bouddha. Les berges du fleuve abritent des centaines de pagodes. Depuis des siècles, les Cambodgiens travaillent pour nourrir leur famille et les bonzes qui prient pour tous. Ils sont plusieurs dizaines de milliers de religieux qui ont fait vœu de pauvreté et de mendicité et qui subsistent grâce aux dons qui leur sont faits. Le début de la saison sèche est aussi celui de la récolte du riz, la seule richesse des paysans. Si l'année est bonne, ils auront assez de riz pour se nourrir. Si les inondations sont trop faibles ou trop fortes, l'équilibre est rompu et le riz devient trop rare pour subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi chaque mois, à la pleine lune, de multiples fêtes et cérémonies sont données en l'honneur des divinités et des génies qui ont le pouvoir d'influer sur la nature. Dans les rizières, comme au village, aucune mécanisation. La récolte et l'égrenage demeurent traditionnels. Une partie du riz est grillée, pilée et vannée. Cela donne l'ambok, une préparation rituelle pour les fêtes. En cette période se déroule l'une des fêtes les plus joyeuses de l'année, le Katen. À cette occasion, les fidèles font des offrandes aux bonzes. Aux heures les plus chaudes, à l'ombre des maisons, les femmes préparent les présents comme par exemple des nattes tissées. Le jour de la fête, tous les habitants du village, habillés de leurs plus beaux vêtements, se rendent en cortège à la pagode. Pour tous, après la rude récolte du riz, la célébration du Katen permet de s'amuser, rire, danser et chanter. C'est aussi l'occasion pour les jeunes hommes de faire la cour aux jeunes filles au rythme des tambours sayam. À leur arrivée, les fidèles font 3 fois le tour du temple. Chacun porte ses cadeaux, habits, étoffes, nattes, sébiles, instruments de travail pour la pagode, moustiquaires, vaisselle, meubles, nourriture.
Avant d'entrer dans la pagode, les musiciens dansent. Les sayams sont des tambours en bois en forme de vase à col long, recouverts de tissus de couleurs vives. Le fond est en peau de python. La tradition veut que ces dons, appelés katen, furent institués par Bouddha pour permettre aux moines de remplacer leur robe souillée pendant la saison des pluies. À l'intérieur de la pagode, une personne est désignée pour remettre les cadeaux aux bonzes. En échange, ceux-ci récitent des bénédictions. Pour les bouddhistes qui croient en la réincarnation, il est important d'accumuler le plus de mérites possible pendant leur vie successive pour atteindre le repos éternel, le nirvana. Le katen est considéré comme une action méritoire. Sur le Tonlé Sap, les bateaux progressent lentement. Les passagers essaient de se distraire, chacun à sa manière. Malgré les drames récents, les Cambodgiens ont gardé leur bonne humeur et leur sourire légendaire. Des femmes préparent le repas de la mi-journée. Au menu, poulet Tonlé Sap. La recette est simple. Du riz, cuit dans l'eau du fleuve, accompagné d'un poulet bouilli dans cette même eau, le tout agrémenté de praok, condiment au goût corsé, obtenu par macération de poissons pêchés dans le Tonlé Sap. Le praok est avec le riz l'aliment de base des Cambodgiens. Sa préparation est un moment exceptionnel dans le calendrier annuel de la vie des paysans. Alors que la récolte du riz est achevée, des milliers de paysans qui vivent loin du Tonlé Sap quittent leur province pour rejoindre le fleuve. Oncle To est le chef de son village. À ce titre, c'est lui qui organise la migration des siens. Les familles sont parties la veille pour parcourir la distance qui les sépare du but de leur voyage, toujours le même chaque année, depuis que l'oncle To est venu ici pour la première fois avec ses parents il y a plus de 50 ans. On va s'installer. Je cherche un endroit. Premier problème, trouver un espace assez grand pour regrouper toutes les charrettes du village. Des milliers de paysans s'installent ici, comme dans des dizaines d'autres campements, tout au long du Tonlé Sap. Y a-t-il un endroit où s'installer? Certains sont là depuis plusieurs jours. Ils ont déjà commencé. Il y a du poisson. Oncle To est accompagné de sa femme et de 6 de ses 8 enfants. Les 2 autres sont restés au village pour garder la maison. Toutes les autres familles du village sont présentes, car ce qu'elles viennent chercher ici leur est indispensable. Pour les quelques jours passés ici, seul le minimum a été emporté. Je n'ai rien pris d'autre que du riz. Ici, c'est la seule monnaie d'échange pour le troc.
Le riz est la principale source de revenus des paysans cambodgiens. Ils ne peuvent compter que sur la récolte de l'année pour payer tout ce qu'ils doivent acheter et en premier lieu, le droit de s'installer sur ces terrains privés. La famille de Vout est propriétaire de cette parcelle de terre sur les rives du Tonlé Sap. Vout est instituteur, mais en séjour exceptionnel, il délaisse ses élèves. Pour séjourner sur son terrain, Vout demande 10 pots de riz par charrette. C'est pour régler le travail de nettoyage. Cette coutume existe depuis longtemps, bien avant que je naisse. Moi, je suis né en 1960. Et depuis, cela se passe toujours de la même manière. Je ne peux pas vous dire depuis quand cela existe, depuis combien de siècles, mais la tradition est immuable. Pour les paysans cambodgiens, la tradition, c'est de venir ici, sur les rives du fleuve Tonlé Sap, pour une pêche miraculeuse. Mais ce ne sont pas eux qui capturent les poissons. La décrue venue, le Tonlé Sap entraîne dans ses flots des milliers de petits poissons de l'année. Les pêcheurs, installés dans leurs maisons flottantes, tentent d'effiler en forme de cône dans lesquels ils s'engouffrent. Il suffit alors de relever l'autre extrémité du filet. En cette période de pleine lune, les alevins pullulent. En 5 jours, près de 10 000 tonnes de poissons sont ainsi pêchées. Une aubaine pour Sokloy. Un jour comme aujourd'hui, je peux sortir jusqu'à 30 tonnes de poissons. On descend le filet et on le remonte de suite, avec à chaque fois plus ou moins 2 tonnes de poissons. Selon la lune, l'eau est agitée ou calme. Quand l'eau est calme, la pêche est meilleure. Cette migration des alevins débute le 7e jour de la lune croissante des 3 premiers mois de la saison sèche et se termine juste après la pleine lune. En cas de pluie, la lune n'est pas visible et les poissons ne sortent pas. Ce phénomène demeure inexpliqué. Les paysans pensent que c'est un don du Naga. Une fois sortis de l'eau, les poissons sont transportés sur la rive pour être troqués contre le riz des paysans. Oncle To et son fils aîné Narang se préparent. Une seule inconnue, la quantité de poissons qu'ils pourront obtenir en échange. J'espère 4 jarres. Une jarre, c'est 40 kilos de poissons. Chaque année, la même inquiétude revient. Obtiendront-ils assez pour nourrir la famille pendant un an? Car le cours varie selon l'abondance. Généralement, un panier de poissons vaut un panier de riz. S'il pleut, la quantité de poissons chute et son prix peut quintupler. Aujourd'hui, Oncle To s'en tire bien. 2 mesures de poissons pour une de riz. Dès que Narang a ramené le poisson au campement, sa mère et sa sœur se mettent au travail. Un par un, tous ont été. Excepté les enfants, tout le monde s'active. Dans une odeur épouvantable, des milliers de poissons passeront ainsi entre les mains des paysannes. Une fois les poissons étêtés, ils sont ramenés au fleuve pour être dégraissés et nettoyés. Depuis des siècles, la méthode est immuable. Ici, rien ne se perd. La graisse de l'eau de rinçage est récupérée. Une fois bouillie, elle servira à faire du savon.
Le soir venu, les paysans du campement s'apprêtent à passer une nuit à la Belle Étoile. Oncle To nourrit ses animaux pendant que les femmes préparent le repas. D'autres préfèrent manger dans les gargotes installées au bord du fleuve. On y vend aussi des glaces, un plaisir rare pour les enfants. En quelques minutes, la nuit et le calme tombent sur le campement. Chaque famille se regroupe. Le seul moyen pour éloigner les insectes est d'allumer un feu. Évidemment, le menu du soir est composé de riz blanc et de poisson du thon les sapes. Dès l'aube, il faut nettoyer les paniers en brûlant la graisse de poisson accumulée au fond. Le camp s'éveille doucement. Sur le fleuve, le va-et-vient des filets recommence de plus belle. Au Cambodge, la monnaie est le riel. C'est aussi le nom des petits poissons et ce n'est pas un hasard. Sok Loy, le patron de pêche, vit toute l'année sur cette maison flottante avec sa femme et ses 8 enfants. En troquant le poisson, il accumule une énorme quantité de riz qu'il revend et cela lui rapporte beaucoup d'argent. Mais il doit payer ses 17 employés et surtout acheter très cher la concession aux autorités. Cela n'empêche pas de réaliser de substantiels profits. En échangeant 3 barques pleines de poissons, j'ai assez de riz pour nourrir ma famille pour l'année. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir de rizière. Le riz que je ne consomme pas, je le vends pour faire du bénéfice. Le reste de l'année, je fais du commerce. Je n'ai pas de contact avec les paysans. Je les vois sur la rive couper la tête des poissons. Ils sont très pauvres. Ils n'ont pas la vie que nous avons sur le fleuve. Wout, le propriétaire du terrain, essaie de tirer le meilleur parti des miettes qui lui restent. Les têtes de poisson, je les ramasse et les fais sécher au soleil. Elles donneront un très bon engrais que je revendrai 50 centimes le kilo. Cela me donne un peu d'argent pour soigner mes proches s'ils tombent malades. 2 mesures de riz pour 1 mesure de sel, vous troquez? Wout fournit aussi le sel indispensable à la conservation des poissons. Ultime étape, la salaison. Nous avons la quantité de praok que nous souhaitons. 1 mesure de riz pour 2 de poisson, c'est correct. Ensuite, les poissons vont macérer plusieurs mois et devenir une pâte, le praok. Ce condiment très nourrissant accommode presque tous les plats. Après 3 jours sur place, c'est l'heure du départ. Les paysans s'en retournent dans leur village. Ils ont assez de praok pour l'année. Au bout du fleuve, avant le lac, les bateaux arrivent à Kampong Chnang, qui signifie port des marmites. En effet, c'est dans cette ville que sont façonnées les meilleures poteries en terre cuite du pays. Ici, tout est lacustre. Les magasins sont flottants. Les maisons sont bâties sur des radeaux de gros bambous et reliées entre elles par des planches. Tel est ce village, ancré à une terre qui n'apparaît jamais. Village toujours mobile où tout glisse, se dérobe, penche et s'entrechoque. Et partout des kyrielles d'enfants qui apprennent à nager en même temps qu'à marcher.
Dès la sortie de Kompong Chnang, les bateaux quittent le fleuve et entrent sur le grand lac Tonlé Sap. Rapidement, le ciel se charge de nuages. Par mauvais temps, le lac s'agite et devient difficilement navigable. Sur le bateau, Ken, le capitaine, s'inquiète. Le moteur chinois flambant neuf en 1932 donne des signes de faiblesse. C'est le moment de l'année où le Naga sort de la profondeur des ondes pour attiser les pluies. Sur tout le pays, la mousson bat son plein. Ken s'interroge. Le ciel se couvre de plus en plus et sans étoiles, impossible de se diriger sur le lac. Alors, à bord des bateaux, certains évoquent le serpent protecteur pour que la nuit soit calme et sans mauvaise rencontre. Le temps est trop incertain, Ken décide de jeter l'ancre. Je ne peux pas prendre le risque d'aller plus loin. Il ne fait pas beau. Il y a danger pour la vie des gens. Il faut s'arrêter. Quand il fera meilleur, on repartira. Équipage et passagers s'installent pour la nuit. La pluie a un peu rafraîchi l'atmosphère. Quelque part dans la cale, un jeune homme fredonne une célèbre chanson d'amour. À l'aube, le beau temps est revenu, les deux bateaux peuvent repartir. Le lac est agité et les bateaux attachés sont difficiles à manœuvrer. Ken décide de les séparer. Tout autour, l'eau à l'infini. Tonlé vient du mot grec thalassa qui signifie la mer. En effet, le Tonlé Sap est une véritable mer intérieure, une mer d'eau douce. Avec la mousson, d'énormes quantités d'eau chargées d'alluvions et de poissons viennent remplir le lac qui triple sa superficie pour atteindre 10 000 km². Au début de la saison humide, les pêcheurs sont encore rares sur le lac. Ces pêcheurs sont clandestins. En cette saison, la pêche est interdite dans le Tonlé Sap parce que les poissons viennent se reproduire dans les forêts inondées. Ils pondent dans les branches des arbres. À partir d'octobre, le niveau de l'eau descendra, les poissons auront pondu, la pêche sera alors autorisée. Au loin, le deuxième bateau qui était parti en avant semble en difficulté. Ken décide d'aller voir de plus près. Le lac inonde les forêts qui le bordent. Les rives du Tonlé Sap deviennent alors invisibles et les hélices des bateaux se prennent souvent dans les branches des arbres immergés. C'est ainsi qu'au Cambodge, les navires s'échouent en pleine forêt. Pour les dégager, les marins plongent et coupent les herbes à la machette. Un problème n'arrivant jamais seul, le moteur est en panne. Mais il en faudrait bien plus pour que l'équipage perde sa bonne humeur. 3 bouts de fil de fer, un boulon rouillé, un éclat de rire, et tout finit par s'arranger. Au loin, un mont isolé indique l'extrémité nord-ouest du lac, là où tous les explorateurs rêvaient de se rendre. Mais aujourd'hui, comme par le passé, la terre semble toujours se dérober. Les deux bateaux s'enfoncent dans un labyrinthe vert et doivent suivre un chenal bien précis au risque de s'échouer. Quand les eaux deviendront basses, ces canaux redeviendront des pistes tracées à travers la forêt et la savane.
Le long de ces canaux naturels, en cette saison d'inondation et de pêche interdite, les habitants du lac forment de véritables cités lacustres. Au moment de la décrue, quand les eaux redescendront et redeviendront plus calmes, le village sera abandonné. Tout le monde migrera vers le centre du lac en suivant les bancs de poissons. Là-bas, un nouveau village de cabanes sur pilotis sera construit. Pendant 5 mois, ils y pêcheront avant de revenir ici. Pour suivre la piste empruntée par les premiers explorateurs, il faut remonter la vallée verdoyante de la rivière Siem Reap, rythmée par ces magnifiques norias qui montent l'eau jusqu'aux maisons. Et soudain, dans un reflet, apparaît l'immense temple d'Angkor Wat qui semble littéralement surgir des flots. Il est tel que Muo l'avait décrit en 1863, lorsqu'il était le premier occidental à le découvrir. Il me transporte d'admiration. Cette architecture à la fois élégante et majestueuse fait que subitement, et comme par enchantement, on se croit transporté de la barbarie à la civilisation, des profondes ténèbres à la lumière. Qui nous dira le nom de son architecte, ce Michel-Ange de l'Orient? La forêt qui entoure Angkor Wat regorge de centaines d'autres vestiges abandonnés, tels le temple du Bayonne, érigé au XIIe siècle à la gloire de Bouddha. Angkor est alors au fait de sa puissance. Huit siècles plus tard, la même charrette, les mêmes paysages. Prem et sa famille habitent le village de Srasrang, situé à l'ombre des temples et dont le nom signifie le bain du roi. Prem est né ici de parents agriculteurs. Son père lui a appris la sculpture sur bois, ce qui lui valut d'être engagé par l'école française d'Extrême-Orient au début des années 60. Chaque matin, Prem continue à se rendre sur les chantiers. Depuis un siècle, chercheurs et ouvriers se sont battus contre la jungle et l'oubli pour reconstruire, pierre après pierre, les vestiges de cette civilisation dont peu à peu on découvre l'histoire. Grâce à leurs travaux, on sait que du 9e au 15e siècle, ces temples étaient les centres religieux de villes royales dans lesquels vivaient plus d'1 million de personnes. À la même époque, en Europe, les chrétiens bâtissaient des cathédrales. Seuls les temples destinés aux dieux étaient bâtis en pierre. Les autres constructions, du palais royal aux bâtiments administratifs, étaient en bois. Tout a disparu, détruit par le temps, le pillage et la forêt. Quand Muo demanda aux paysans vivant autour du temple qui avait bien pu fonder Angkor, ils répondaient « c'est l'ouvrage du roi des anges » ou bien « c'est l'œuvre des géants » ou encore « ils se sont créés d'eux-mêmes ». Prem, lui, a aussi son idée. Ici, autrefois, vivaient des rois puissants qui étaient redoutés de leurs ennemis et idolâtrés par le peuple. Ce sont les anciens qui m'ont raconté cela. Ces temples, construits par les dieux, étaient des lieux de vénération. Mais je ne connais que les légendes. Je ne suis pas allé suffisamment longtemps à l'école. Les légendes cambodgiennes racontent en effet que ce sont les dieux qui sont à l'origine d'Angkor.
Grâce aux découvertes effectuées lors de la restauration des temples, les chercheurs ont élaboré la théorie de l'empire agricole pour expliquer l'origine et le développement de la civilisation angkorienne. Au Cambodge, les pluies de mousson et les crues du Tonlé Sap inondent plusieurs semaines par an la plus grande partie du pays. Le reste du temps, la sécheresse domine. Au IXe siècle, les Angkoriens s'adaptent et tirent avantage de ces conditions climatiques. Leur secret, la maîtrise de l'eau. Ils creusent d'immenses réservoirs, les barailles, qui se remplissent pendant les inondations. À la saison sèche, ils répartissent l'eau dans les rizières par un réseau de canaux d'irrigation en profitant de la pente naturelle du terrain. Ils arrivent ainsi à effectuer 2 à 3 récoltes de riz par an. Cette abondance permettait de nourrir une population nombreuse et une puissante armée. Ainsi, les rois khmers pouvaient dominer la région et construire des temples grâce à la main-d'œuvre paysanne et aux bénéfices tirés du riz. Mais au fil des ans, les innombrables constructions épuisent ressources, populations et armées. Au XVe siècle, des invasions siamoises détruisent la civilisation angkorienne. Les rois khmers, vaincus, abandonnent leur capitale. Aujourd'hui, les canaux d'irrigation n'existent plus et dans les rizières, Au pied des temples, les paysans ne font plus qu'une récolte par an. À la fin de la saison des pluies, les bonzes sortent de leur retraite qui a duré 3 mois. Le Bouddha lui-même institua cette coutume. Lors de la saison des pluies, les bonzes ne peuvent quitter le monastère que pendant 7 jours, en cas de maladie de leurs parents ou de leur maître spirituel. Les eaux du Tonlé Sap sont au plus haut. C'est le moment choisi par les Cambodgiens pour célébrer les morts avec la fête de la sortie des ténèbres. Ces cérémonies ont pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, car chaque famille pleure des disparus, victimes du génocide. Pour les célébrer, des bateaux et des radeaux sont construits dans des troncs de bananiers. La nuit venue, des offrandes sont placées sur les bateaux. Après un dernier adieu aux morts, les embarcations sont abandonnées au hasard du courant. Par ce geste, les vivants demandent aux âmes des défunts de les laisser en paix et de s'éloigner au fil de l'eau vers le monde des esprits. Le soleil a vaincu les nuages. Il est temps pour Prem et les autres villageois de repiquer le riz. Les plants arrivés à maturité sont prélevés, débarrassés de leurs terres et réunis en gerbes. Comme par le passé, avec les mêmes outils, les rizières sont mises en eau. Des heures durant, les femmes courbées, les pieds dans la boue, repiquent chaque plant un à un. Petit à petit, dans les rizières, le vert tendre du riz remplace l'eau boueuse. La décrue s'amorce. Le temps de la Renaissance est arrivé. En cambodgien, le mot naître se traduit littéralement par traverser le fleuve.
le bateau de Ken repart vers Phnom Penh. Il est confiant car il sait qu'au fond du lac, le Naga veille. Dès leur enfance, tous les Cambodgiens connaissent cette légende qui raconte que jadis, une fille du Naga épousa Kambu, un prince indien. En cadeau, le serpent à 7 têtes, protecteur du Bouddha, but une partie de l'eau du Tonlé Sap pour leur offrir un royaume qu'il nomma Cambodge.